L'histoire extraordinaire d'une famille ordinaire dans le Midwest. Ce terme, qui revient tous les 4 ans à l'occasion des élections présidentielles aux USA, puisqu'elle inclut des États pivots qui font basculer le résultat du scrutin, désigne une douzaine d'États américains. Parmi eux, le Minnesota que l'on surnomme la Terre aux 10 000 lacs. C'est précisément à Walnut Grove que l'on suit à la télévision les Ingalls, la famille vedette de la petite maison dans la prairie. Basée sur l'autobiographie de Laura Ingalls, elle retrace le quotidien dans les années 1870 d'une famille modeste au sein d'un village en cruel manque de commodités. Pas de police, pas de prison, aucune voie ferroviaire pour se déplacer. Quand Charles et toute sa clique débarquent sur place, Walnut Grove a une existence d'une trentaine d'années seulement. Cela explique la rudesse de la vie et des canaux de communication restreints. Cette série, qui se veut bon enfant, met en valeur l'empreinte laissée par les pionniers sur une communauté. Et s'il y a eu beaucoup de moments tragiques tout au long des 10 saisons diffusées de 1974 à 1983, les difficultés des Ingalls ont été très largement édulcorées. Car s'il avait fallu adapter fidèlement les écrits de Laura Ingalls, La petite maison dans la prairie n'aurait en rien ressemblé à la fiction qui rencontre encore aujourd'hui un succès phénoménal à l'international. Les Français découvrent pour la première fois le visage des Ingalls le 18 décembre 1976 sur TF1 après le 13h. Aux USA, c'est la NBC qui prend le pari d'accueillir un programme jugé franchouillard et stéréotypé par les mauvaises langues. Début des années 70, la chaîne est broyée par ses concurrentes que sont CBS et ABC. CBS cartonne notamment grâce au feuilleton de Waltons qui occupera l'antenne tout au long de cette décennie. Il dépeint durant la Grande Dépression, soit l'entre-deux-guerres, le quotidien rural d'une famille originaire de Virginie. Ce succès encourage la rivale à présenter au public les aventures des Ingalls. Avec le recul, elle a plutôt pris une bonne décision. On fait la rencontre du patriarche Charles, un homme charismatique et imberbe portrayé par Michael London qui ne voulait pas vraiment se calquer sur le physique du véritable Charles. Jugez plutôt. Monsieur Ingalls débarque à Walnut Grove en compagnie de sa femme Caroline avec qui il a 4 filles biologiques et un fils, Charles Ingalls Jr. Les Oleson constituent la seconde famille très présente à l'écran. Nellie est considérée comme la garce de l'école, n'hésitant pas à faire de Laura sa souffre-douleur. Tell you, my mother bought me this horse. Be sure to brush him down well and give him plenty of water. It was a long, dusty ride from Sleepy Eye and Sparks is used to the best. Les auteurs se sont inspirés de plusieurs personnalités rencontrées par la véritable Laura Ingalls pour façonner le personnage de Nellie, campé par Allison Arngrim. Preuve en est que La petite maison dans la prairie reste une série à la mode, ce témoignage justement d'Allison Arngrim lors d'une réunion célébrant le 50e anniversaire de la série. La comédienne qui, comme ses partenaires de jeu, partait à la rencontre des fans, livrait un témoignage fort éclairant. Why are we all still watching the show 50 years later? What is going on? And not just watching it, people love it. People are obsessed with Little House on the Prairie. And I'm like, Borneo, France, Sri Lanka, why? And I get similar answers. Very emotional show. That the emotions cross cultural lines and age lines and everything. People go, no, it was just the emotions. People don't live like The Real Housewives or Dallas or Dynasty or these other shows. People don't have fabulous New York apartments like the people on Friends. Normal people don't live like that. Majority of humans are living like the Ingalls, in a little tiny house with a lot of children and wondering how they're going to make it through the week. Lors de ce rassemblement, c'est Melissa Gilbert, interprète de Laura Ingalls, qui partageait sa joie et son étonnement de constater la popularité intacte de la fiction tournée principalement à Los Angeles. C'est pas ce que j'attendais en venant, mais quand je suis arrivée le premier jour et que j'ai vu des milliers de gens faire la queue, j'ai commencé à pleurer et je n'ai plus arrêté. Je suis la fille la plus chanceuse au monde. En fin d'année 2024, Julie Gravas, la fille du cinéaste Costa Gravas, sortait le documentaire La petite maison toujours dans la prairie, pour rendre hommage à la série américaine, mais aussi pour évacuer l'image véhiculée notamment par la troupe Les Nuls lors de cette parodie.
alors, mes petites. Les enfants, il est l'heure d'aller traire les vaches. Oh papa, je peux venir avec toi? D'accord. Bon bah c'est pas tout, moi il faut que j'aille préparer le ragoût de haricots blancs, sinon on sera en retard pour souper. D'accord? Allez, en route. Oui, trop. Aux USA, le musée Laura Ingalls s'est installé à Walnut Grove, qui compte aujourd'hui quelques centaines d'habitants. Depuis 1977, un spectacle retrace à sa sauce la vie des Ingalls et des gens qu'ils ont côtoyés durant leur installation dans le Minnesota. Selon le site officiel du musée, quelques 330 000 spectateurs ont pris place au show depuis sa création. Dernier élément, les audiences. En France, la chaîne Sister continue d'alterner la diffusion de La Petite Maison dans la Prairie, avec entre autres Dr. Quinn, série des années 90 avec la glamour Jane Seymour. Plus de 100 000 Français répondent encore présents en semaine l'après-midi, ce qui n'est pas négligeable pour le canal 22 de la TNT. Indémodable, ces Ingalls. C'est le genre d'anecdote dont je suis très friand, vous aussi j'en suis sûr. S'il y a des fans de la première heure de La Petite Maison dans la Prairie, je ne vous apprendrai pas que la jeune Carrie Ingalls, qui avouons-le n'est pas la fille la plus en vue de feuilleton, fut interprétée par des jumelles. Lindsay et Sydney Greenbush se partagèrent à parts inégales le rôle de Caroline. Les jumelles, pour décrocher le contrat d'une vie, rencontrèrent en personne Michael London, dont les fonctions ne se limitèrent pas à jouer face caméra, loin de là, c'est l'acteur chevelu qui imposa deux sœurs pour donner vie à Carrie. Déjà, les deux sœurs s'étaient fait remarquer dans Sunshine en incarnant Jill. C'est comme ça qu'elles purent rencontrer leur futur papa de fiction. Une anecdote sans doute pas méconnue des mordus de la série qui concerne le générique. L'une des images marquantes est la chute de la petite Carrie dans le pré. Ça se devine à l'écran, cette chute n'était pas prévue. En réalité, l'accessoiriste a chaussé à l'envers la petite Sydney qui n'a pas réussi à se dépatouiller avec ses souliers. Marquée par cette gamelle, l'actrice n'a pas souhaité faire de nouvelles prises, sa sœur non plus témoin de l'incident. Michael London, ravi de l'effet à l'image, décida de conserver telle quelle la séquence. Cachotier, les producteurs de La Petite Maison dans la Prairie n'ont pas souhaité ébruiter l'existence au casting de sœurs jumelles pour incarner Carrie. C'est pourquoi dans les crédits, Caroline était jouée par Lindsay Sydney Greenbush. On pouvait facilement croire qu'une seule fillette prêtait ses traits à la sœur de Mary et de Laura. Il faut donc être très observateur pour remarquer le fait suivant dans l'épisode 4 de la saison 3, Petite fille perdue. Dans celui-ci, Carrie tombe dans un puits abandonné. Si c'est Lindsay qui chute dans les abysses, c'est bien sa sœur Sydney qui est ramenée à bon port. Il n'en fallait pas plus pour qu'Alison Arngrim se moque de la première en prétendant qu'à ce jour, elle gît toujours dans le puits. Et pour la beauté du geste, il fallait bien que ça arrive, oui, les sœurs Greenbush se donnèrent la réplique dans la saison 5, grâce à l'aventure Le Téléphone. Alors d'où tu viens, toi? D'où tu voudras. Caroline côtoie une amie imaginaire, Alyssa, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et tiens, je m'adresse aux érudits de La Petite Maison dans la Prairie. Savez-vous qui de Lindsay ou de Sydney jouait Carrie et qui incarnait Alyssa? Hop, la question pour le million. Notons enfin que les jumelles ont accueilli à plusieurs reprises leur petit frère Clay Greenbush, qui a fait quelques apparitions dans un rôle un peu au-dessus de la figuration. Il était crédité comme un écolier parmi d'autres. Amateur de Lucky Luke, vous connaissez le 37e opus de la collection de bandes dessinées qui s'intitule Les Dalton dans le blizzard. Le cow-boy solitaire vit des aventures dans la même période traitée par la série du Minnesota. Les Dalton s'échappent au Canada et font face à une tempête propre à l'Amérique du Nord et dont le terme naquit dans un village du Minnesota. À la télévision, les Ingalls et les habitants de Walnut Grove sont frappés par une tempête glaciale qui immobilise tout le monde. L'école se transforme en hôpital pour accueillir les enfants qui se trouvaient sur le chemin de la maison et qui n'ont pas eu le temps de s'abriter. Un choix scénaristique étonnant puisque cet épisode est une spéciale Noël et on ne peut pas dire qu'un ton joyeux imprègne les différentes scènes appartenant à la troisième salve. Une aventure qui s'est tournée difficilement avec un apport de neige artificielle pour donner de la crédibilité au décor californien. Charlie Ingalls brave le froid et il tente le tout pour ramener un père de famille qui manque à l'appel, Ted McGuinness. Parti secourir son fils qui ne risquait déjà plus rien car il était à l'abri, Ted, ignorant cette donne, est mort pour rien. En fin d'épisode, Charles lit un extrait de l'Évangile selon Saint Luc devant une assistance encore choquée par les événements. Ce n'est pas anodin et vous allez comprendre pourquoi dans la partie suivante que je vais développer d'ici un court instant. Blizzard, le nom de cette intrigue de Noël, est basé sur la catastrophe nommée le blizzard des écoliers qui frappa le Dakota, le Nebraska, le Minnesota et le Wisconsin le 12 janvier 1888. En quelques heures, les grandes plaines américaines sont témoins d'un changement de température extrême. Le timide soleil du début d'année s'éclipse et le mercure chute en quelques heures de plusieurs dizaines de degrés. En provenance du Canada, un blizzard vient balayer de nombreux villages à une vitesse d'environ 100 km/h.
les institutrices sont confrontées à un terrible dilemme: confiner les élèves à l'école, sachant que les réserves de bois s'épuiseront vite, ou bien les laisser regagner leur domicile, sans certitude qu'ils soient en mesure d'arriver vivants. Si vous souhaitez vous plonger dans ce drame qui coûta la vie à environ 400 personnes dont une majorité d'enfants, je vous renvoie au livre de Mélanie Benjamin, Les enfants du blizzard, paru en 2023. Bon, on constate que La petite maison dans la prairie n'a pas livré un épisode aussi sombre que la réalité de 1888. Ça pourrait faire une parfaite transition avec l'œuvre Pioneer Girl de Laura Ingalls, mais on ne va pas enchaîner de parties aussi chagrinantes. Faisons une petite respiration religion. Lors du dernier épisode de la série créée par Michael London, le village de Walnut Grove part en fumée. Tout explose. Tout? Non, à vrai dire, un édifice résiste encore et toujours au bâton de dynamite. Cet édifice, c'est l'église. Véritable sanctuaire puisque le bâtiment constitue également l'école du village, l'église n'a pas été épargnée par hasard. Pour être tout à fait exact, ce lieu restait intact et plus précisément un temple. Les habitants sont en effet des protestants. D'après Melissa Gilbert, Michael London a décidé de tout détruire, furieux d'avoir appris au dernier moment l'annulation de la série. Il aurait refusé que les décors puissent être exploités à l'avenir. Unanimement, la décision de ne pas faire exploser le temple a été saluée. L'interprète de Laura Ingalls a expliqué que ce lieu hautement symbolique permettait de conserver un lien avec les fans. Un lieu qui a incarné la foi, l'apprentissage et le développement de la communauté. Comme vu précédemment avec un Charles Ingalls se référant au troisième des 4 évangiles canoniques, la religion est omniprésente tout au long de la série. Les filles sont instruites, le dimanche est un jour sacré, et dans son livre, Laura relate ses prières et son apprentissage de nombreux passages de la Bible. Mais Charles Ingalls, très à cheval sur la conduite chrétienne, aurait mené une existence sectaire, dans la franc-maçonnerie. Ce n'est d'ailleurs pas le seul membre de sa famille, une appartenance totalement ignorée sur petit écran, mais selon plusieurs sources littéraires, Laura Ingalls et son mari auraient été des membres de cet ordre jusqu'au début des années 30. Des soucis financiers et l'incapacité d'honorer leurs cotisations auraient poussé le couple à quitter la franc-maçonnerie. De nos jours, certaines communautés, citons les Ménonites, un mouvement chrétien radical datant du Moyen-Âge, vivent comme dans les années 1800. Et si vous passez par ces villages qui vous offrent un saut des plus réalistes dans le passé, vous ne tarderez pas à faire le rapprochement avec la série des années 70 et le mode de vie des Ingalls. En guise d'épilogue pour ce dossier 5, nous allons observer à la loupe l'ouvrage autobiographique Pioneer Girl et qui donne vie à ce monument de la télévision. Un monument qui a, disons-le, librement adapté le récit de l'autrice. Quand Laura voit le jour en 1867, l'espérance de vie aux États-Unis est d'environ 50 ans. Et à la lecture de son vécu et quand on connaît la difficulté des pionniers américains à se trouver une stabilité financière, on se demande par quel miracle cette femme de lettres a pu souffler ses 90 bougies. Elle est décédée 3 jours après cet anniversaire symbolique. Laura Ingalls Wilder a vécu à 2,4 km au nord de Walnut Grove de 1874 à 1876. C'est loin d'être le pan de sa vie, mais c'est pourtant ce qui donna lieu, un siècle plus tard, à la série culte mettant en vedette Charles, Caroline et leurs enfants. Encouragée par sa fille Rose, alors journaliste qui a un pied dans l'édition, à rendre public ses différents écrits, ce n'est qu'en 2014 que le manuscrit original a vu le jour aux États-Unis sous le nom Pioneer Girl, la pionnière. S'il a été refusé depuis tout ce temps, c'est parce que les anecdotes furent jugées trop glauques, une vie de misère qui aurait peiné à convaincre des lecteurs au contraire instruits et peut-être désintéressés du sort des petites gens. Laura Ingalls relate dans son livre que sa famille a parcouru en 20 ans environ 3200 km en calèche ou à pied. L'accumulation des dettes les a contraints à mener cette vie de nomade. On peut plutôt parler de survie. Connaissez-vous Freddie Ingalls? Oui, c'est normal, les scénaristes du show de NBC n'ont pas occulté le décès à 8 mois du fils unique biologique de Charles et Caroline Ingalls. Freddie est décédé d'une maladie. Connu dans la série sous le nom de Charles Ingalls Jr., on voit sa mère se recueillir sur sa tombe en fin de saison 4. À la fin du 19e siècle, de nombreux maux considérés comme secondaires aujourd'hui sont potentiellement mortels dans ces ruralités, et sachez que le petit Freddy a en réalité succombé à une diarrhée. Sans livrer trop de détails, la série a bien fait allusion à cette perte tragique, mais bien d'autres événements ont été tus pour rendre La petite maison dans la prairie digeste et dans une certaine mesure festive. Laura Ingalls raconte avoir été victime d'une tentative de viol à ses 11 ans. À la télévision, elle se liera d'amitié avec une femme dont le mari alcoolique a tenté d'abuser d'elle. Une façon d'aborder cette thématique, mais de manière moins frontale. Un an plus tôt, Laura Ingalls a fait l'objet d'une proposition au mieux douteuse, sinon graveleuse. Un voisin, profitant de la détresse financière des Ingalls, a proposé une somme d'argent aux parents pour adopter la jeune fille.
Un autre chapitre de la vie de cette famille qu'on ne verra jamais à l'écran, et pour cause, elle ne concerne pas Walnut Grove, c'est leur installation dans un hôtel miteux avant d'investir le village du Minnesota. Dans celui-ci, Charles tente de maintenir son affaire à flot, mais en plus de lieux insalubres, des brigands viennent régulièrement en découdre en tirant à balles réelles. Et ce fut aussi ça le quotidien des Ingalls, loin de la paisibilité de Walnut Grove, un environnement far westien mettant en danger la vie des membres de cette famille. Pioneer Girl s'est vendu à 75 000 exemplaires aux États-Unis. Pour les fans souhaitant réaliser une sorte de pèlerinage, on revient au côté sacré de la série, un tronçon de la route nationale 14 reliant Lac Bunton à Mankato rend hommage à Laura Ingalls car elle relie des points traversés par la famille de pionniers durant ses nombreux déplacements. Le parcours inclut la maison natale de l'héroïne, située à Stockholm dans le Wisconsin et qui est devenue un musée en 1974. On n'a pas fini de commémorer les Ingalls partout dans le monde. Si vous voulez faire plaisir à Cheryl, ne manquez pas de vous abonner, de liker et de commenter, ne soyez pas timide. En plus, vous pouvez retrouver les précédents dossiers et découvrir lundi prochain le 6e du nom avec Walker Texas Ranger. Vous avez une semaine pour méditer et me dire qui de Michael Landon ou Chuck Norris portait le plus beau chapeau au sommet de leur gloire. Merci d'avoir suivi ce numéro et n'oubliez jamais que sur TV Files, le bonheur est antérieur.